Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ciel est devenu un laboratoire gigantesque. Des milliers d'avions décollèrent chaque jour d'aérodromes improvisés, de porte-avions au milieu de l'océan ou de pistes creusées à la hâte dans des champs boueux. Certaines des machines les plus célèbres de l'histoire sont nées dans ce scénario. Chasseurs rapides, bombardiers géants, transports capables de traverser des continents. Mais derrière ces noms bien connus, il y avait une autre histoire, moins visible. Une histoire pleine de prototypes étranges, d'idées radicales et de projets qui semblaient en avance sur leur temps. La guerre a forcé les ingénieurs du monde entier à penser de manière totalement nouvelle. Les règles traditionnelles de l'aviation commencèrent à être enfreintes les unes après les autres. Certains concepteurs ont retiré la queue des avions. D'autres déplacèrent les moteurs dans des endroits impensables. Certains ont tenté de transformer des véhicules terrestres en avions de fortune. Et dans certains cas, les projets semblaient être plus proches de la science-fiction que de l'ingénierie conventionnelle. Au cœur d'une course technologique brutale, où chaque innovation pouvait faire la différence entre survivre ou perdre une bataille, des avions sont apparus défiant toute logique visuelle. Des plans asymétriques qui semblaient construits de côté, des chasseurs sans queue qui promettaient des vitesses impossibles, des disques volants avec d'énormes hélices, des intercepteurs portés par des idées si extrêmes qu'ils parvenaient à peine à quitter leur rôle. Beaucoup de ces projets n'ont jamais été mis en combat. Certains n'ont volé qu'une seule fois. D'autres ont été annulés avant d'avoir terminé leur développement. Cependant, chacun d'eux a laissé une empreinte sur l'évolution de l'aviation. Parce qu'en temps de guerre, même les expériences ratées génèrent des connaissances. Le plus intéressant, c'est que beaucoup de ces machines semblaient venir du futur. Certains anticipaient des concepts qui ne deviendraient courants que des décennies plus tard. Des conceptions d'ailes volantes, des configurations aérodynamiques non conventionnelles, des idées d'efficacité et de vitesse qui à l'époque semblaient risquées, mais qui allaient influencer les générations suivantes d'avions. Cette vidéo explore 10 de ces avions extraordinaires, des projets nés de l'urgence, de l'ingéniosité et, parfois, du désespoir technologique d'une guerre totale. Certains étaient brillants, d'autres dangereux, et quelques-uns étaient tout simplement incompréhensibles. Mais ils ont tous un point commun. Ils ressemblent à des machines qui n'auraient pas dû exister à leur époque. Bell IF-M Airacuda, le destroyer bombardier devenu son propre ennemi. Au milieu des années 30, la peur ne venait pas d'un duel entre combattants. Elle venait d'en haut. Il est venu en formation. Plusieurs poseurs de bombes, élevés, loin, avec des gardes du corps qui n'existaient pas encore complètement, mais qui étaient déjà imaginés. Dans ce climat, une idée dangereuse est née parce qu'elle était simple. Si l'ennemi amène un gros avion, vous répondez avec un avion plus grand. Si l'ennemi apporte beaucoup de mitrailleuses, vous répondez avec des canons. Si l'ennemi arrive en masse, vous répondez par une batterie anti-aérienne en l'air. Le projet a pris forme sous un label ambitieux, un destroyer bombardier. Un avion qui n'avait pas besoin de virer comme un chasseur léger. Il ne devait pas danser au corps à corps. Je devais arriver plus tôt. Positionnez-vous à distance. Ouvrez le feu avec des pièces lourdes. Et se retirer. C'était le plan sur le papier. Et c'est pourquoi, lorsque le prototype a décollé pour la première fois le 1er septembre 1937, il ne ressemblait pas à un avion actuel. Cela ressemblait à un message venu du futur que je ne savais toujours pas comment exprimer. Sa silhouette était imposante. C'était énorme. Il avait 2 moteurs. Mais ils n'étaient pas là où on s'y attendait. Ils n'ont pas retiré l'avion. Ils l'ont poussé. Ils étaient montés sur des nacelles latérales et avec des hélices à l'arrière, en configuration de propulsion. Cela changea tout. Le son changea. La réfrigération a changé. L'équilibre a changé. Et surtout, le sentiment de sécurité pour ceux qui s'asseyaient près de ces hélices changeait. La cabine principale était une autre anomalie. Ce n'était pas la position de chasse étroite typique. C'était une section vitrée, large pour sa catégorie, conçue pour que le pilote et l'équipe puissent voir, coordonner et viser. Il y avait une logique derrière cela. Si cet avion devait chasser les bombardiers, il ne suffisait pas de pointer et prier. Il fallait observer, calculer, corriger et répéter. Il voulait contrôler le feu et cherchait une discipline d'artillerie. Le cœur du concept résidait dans leurs armes. Dans chaque nacelle moteur à la proue se trouvait un canon de 37 mm. Ce n'était pas un calibre symbolique, ce fut un coup dur. L'intention était claire.
pas pour forer avec une pluie de balles, mais pour démarrer un moteur, casser une section d'aile, désamorcer un bombardier avec peu de coups. Chaque canon avait sa propre position associée dans la gondole. Cette décision, à elle seule, rendait déjà l'avion mal à l'aise, car un artilleur situé là, devant le moteur et avec une hélice tournant derrière lui, se retrouvait pris entre puissance et danger. Le reste de l'armement complétait l'idée d'une forteresse aérienne, mitrailleuses pour couvrir les secteurs, des postes défensifs pour dissuader quiconque s'approchait. L'avion ne voulait pas seulement attaquer, il voulait aussi survivre. Sur le papier, c'était une sorte de convoi volant, avec son propre cercle de tir. Un avion qui se défendait en chassant. Le problème, c'est que le monde réel ne pardonne pas les plans propres. Les Rakuda avaient une faille d'origine, c'était lourd, et sa performance promise ne fut pas tenue. Malgré son aspect stylisé, il n'était pas plus rapide que nécessaire. En fait, il pouvait être plus lent que le type d'avion qu'il était censé détruire. Cela change immédiatement la donne. Si vous ne touchez pas la cible, peu importe la force avec laquelle vous touchez. Et s'il vous touche, peu importe combien de canons vous portez. La maniabilité n'aidait pas non plus. C'était un avion grand et complexe. Il n'a pas été conçu pour tourner comme un monoplace. Si un chasseur ennemi l'interceptait, les Rakuda n'étaient pas un excellent boxeur. C'était un poids lourd qui réagissait lentement. À une époque où la guerre aérienne devenait de plus en plus rapide, cette lenteur relative est devenue une phrase. Puis le véritable méchant de cette histoire apparaît. La chaleur, réfrigération, la logistique invisible qui sépare un prototype d'une machine utile. La configuration des hélices de poussée avait une conséquence immédiate. Au sol, les moteurs recevaient moins de flux d'air utile pour le refroidissement. Ils n'avaient pas l'aide d'un courant constant sur les radiateurs et les surfaces critiques. Partant chaud, rouler sur la piste pouvait être une punition. Et dans de nombreux cas, l'avion ne pouvait pas se permettre d'attendre. J'ai dû démarrer les moteurs et sortir, vite, comme si l'avion était toujours pressé, non pas pour des tactiques, mais pour ne pas cuisiner avant le décollage. Cela a mené à des scènes qui ont érodé toute confiance. Les avions étaient remorqués en position, équipage en attente de température, des opérations conditionnées par l'horloge et la saison. Et, pire encore, les problèmes qui n'ont pas disparu lorsqu'ils ont pris leur décollage. Même dans l'air, la surchauffe pouvait s'installer. Parfois, cela forçait des atterrissages prématurés. Parfois, il laissait l'avion arrêter là où il ne devrait pas être. Dans une vraie guerre, ce genre de fragilité détruit des programmes entiers. Mais la chaleur n'était pas la seule chose. Il y avait un problème de combat qui, dans une évaluation sérieuse, est trop lourd. La fumée. Chaque fois que les canons de 37 mm tiraient, ils pouvaient remplir les nacelles de gaz et de fumée. Non seulement cela était inconfortable, mais c'était aussi dangereux car cela réduisait la visibilité, affectait la respiration et générait du stress. Et dans un avion où le combat exige de la coordination, le stress la ruine. Puis il y avait la question à laquelle personne ne voulait répondre à voix haute. Comment l'équipage s'échappe-t-il si quelque chose tourne mal? Un avion avec des sièges dans des nacelles latérales et des hélices à l'arrière transforme un abandon d'urgence en cauchemar. En théorie, des solutions étaient envisagées. Des hélices qui devaient s'arrêter. Procédures pour réduire les risques, même des mécanismes extrêmes pour les détacher. Mais dans la tête d'un pilote, la théorie est de courte durée. L'image d'une hélice tournant près d'une voie de secours pèse plus lourde que n'importe quel manuel. Pourtant, les Rakuda n'étaient pas un échec instantané. Il y a eu de vraies tentatives pour que ça fonctionne. Peu d'unités furent construites. Des variantes ont été testées, le train d'atterrissage ajusté, les moteurs changés et, en résumé, une version plus pratique a été recherchée. À un moment donné, un escadron opérationnel a même été assemblé. Mais sa opérabilité ne signifiait pas un vrai combat. Cela signifiait l'existence administrative. Cela signifiait des vols d'évaluation, des démonstrations, une présence sur les bases, et surtout des heures de maintenance. Le verdict a été rédigé sans drame. Les Rakuda étaient un avion avancé et, en même temps, erroné. Il avait des idées qui anticipaient l'avenir, comme l'accent mis sur le contrôle du tir et la puissance concentrée. Mais il les a réunis sur une plateforme qui ne correspondait pas à la réalité du moment. La guerre aérienne évoluait vers des chasseurs plus simples, plus rapides,
plus nombreux, et même vers le développement d'escorteurs longue portée capables d'accompagner les bombardiers sans avoir besoin d'un croiseur armé. Vers des solutions moins théâtrales et plus efficaces. En 1942, les exemplaires survivants ne représentèrent plus un pari militaire. Ils ont été transformés en matériel pédagogique sur Terre, une ressource pour enseigner l'entretien, pas le combat. Et c'est là que se termine le destin d'un avion né avec l'intention d'être un bourreau. Il n'a pas été abattu par l'ennemi, elle a été abattue par sa propre complexité. Blohm et Voss BV-141, l'avion qui a brisé la symétrie pour obtenir la vision. En 1938, l'Allemagne n'était pas encore prise dans une guerre totale, mais je pensais déjà comme si c'était le cas. La Luftwaffe grandissait, et avec elle n'a né un besoin moins glamour que le combat aérien. Regarde avant l'ennemi. Tu vois mieux. Voyez avec précision. Un avion de reconnaissance ne vit pas à la vitesse maximale. Il vit de son regard. Il vit grâce à la clarté avec laquelle il peut lire un front, identifier une batterie, suivre un convoi, localiser une position camouflée et revenir avec des informations utiles. Ce travail avait un problème simple. La plupart des avions sont construits autour d'un axe central. Le moteur est à l'avant, cabine à l'arrière, ailes sur les côtés. Le nez moteur, le fuselage et la structure elle-même bloquent une partie du champ de vision. Pour un pilote de chasse, c'est tolérable. Pour un observateur, c'est un désavantage constant. L'objectif était évident. Une cabine spacieuse, avec une vue sur le bas et sur les côtés, avec moins d'obstacles et moins d'angles morts. Il y a une décision qui semble être une blague jusqu'à ce qu'on la voie voler. Retirer la cabine de l'arbre central, détache-le du fuselage, et la mettre de côté, comme si l'avion était deux machines reliées par une aile. Au lieu de corriger la symétrie, éliminez-la. C'était le pari du BV-141. Son premier vol eut lieu le 25 février 1938. Et avec ce décollage, quelque chose d'important a été prouvé. Asymétrique ne signifie pas instable par définition. Si le centre de gravité et le centre de portance sont déterminés par calcul, l'avion peut voler droit. Il peut tourner, ça peut atterrir, il peut faire son travail. La physique ne punit pas la rareté. Punir le déséquilibre, la structure était étrange et, en même temps, logique. À gauche, la gondole de l'équipage, vitrée, spacieuse, avec de l'espace pour le pilote et l'observateur et une disposition conçue pour être atteinte. À droite, le fuselage principal qui transportait le moteur, les systèmes et la queue. Une aile unissait les deux mondes. Et de l'extérieur, l'intention était comprise. La cabine était libre du moteur avant. L'observateur obtenait une fenêtre propre vers le bas et l'avant. Il pouvait regarder le sol comme s'il était sur un balcon. Mais un avion ne se définit pas uniquement par l'idée. Elle est définie par ce qu'elle exige en retour. Cette conception a obligé à résoudre des détails complexes, de longues commandes et câbles qui traversèrent la structure. Ajustement fini pour garder l'appareil réactif de manière prévisible à tous les niveaux. Appui aérodynamique réparti de manière inégale. Et pourtant, le programme a continué parce qu'il offrait un véritable avantage. La visibilité était supérieure. C'était le prix. Le BV-141 n'est pas né dans le vide. Des avions de reconnaissance et de liaison existaient déjà dans la Luftwaffe, tels que des avions légers bimoteurs pouvant emporter des caméras et des observateurs. Il y avait aussi une compétition interne qui était brutale. Chaque fabricant voulait imposer sa solution. Et chaque solution nécessitait moteur, matériaux, personnel, chaîne de production. Dans une Allemagne qui se préparait à une longue guerre, c'était déjà un combat avant de tirer un coup de feu. Techniquement, le BV-141 était un avion de reconnaissance tactique. Ce n'était pas un combattant. Ce n'était pas un poseur de bombes. Leur objectif était la patrouille, l'observation et le rapport. Ils pouvaient transporter du matériel photographique et des radios pour coordonner les informations. L'équipage était positionné pour travailler, pas pour survivre à un combat aérien. Cela a aussi un côté sombre. Un avion d'observation peut être une cible facile s'il le trouve. C'est pourquoi, même dans ces modèles, certains armements défensifs et des vitesses raisonnables pour s'échapper étaient envisagés. Le paradoxe est que le BV-141 pourrait accomplir sa mission et perdre quand même la guerre industrielle. Parce que dans la guerre industrielle, ce n'est pas suffisant pour être intéressant ou même efficace. Il faut être productible. Il faut être maintenable. Il faut s'intégrer dans le système. Et le système ne pardonne pas le rare lorsque le rare complique la chaîne d'approvisionnement. Au mieux, le projet a réussi à prouver que le concept fonctionnait.
Il y avait des prototypes, il y avait des preuves, il y avait un chemin de développement. Mais le nombre d'unités était faible. Elle ne devint pas une plateforme de masse. Et dans une force aérienne qui s'est étendue aux accidents et aux urgences, la taille du programme comptait autant que ses performances. De plus, le temps joua contre lui. L'Allemagne entra en guerre en 1939. Et une fois la guerre accélérée, les priorités changent. Dans la première phase, la Luftwaffe pouvait se permettre des expérimentations. Dans la phase intermédiaire, avec plusieurs fronts, non. Les besoins deviennent plus immédiats. Nous recherchons des solutions éprouvées, avec une production simple, des moteurs disponibles, une formation rapide. Un avion asymétrique nécessite une formation supplémentaire. Cela nécessite différentes procédures. Cela exige plus d'attention. Et en 1941 et 1942, la Luftwaffe perdait déjà sa liberté de luxe. Il y avait aussi un problème typique de ces années, la concurrence pour les moteurs. Un design peut être prometteur, mais si le moteur dont vous avez besoin est réservé aux chasseurs ou bombardiers prioritaires, le projet manque d'oxygène. La guerre nous oblige à décider. Et bien souvent, ces décisions ne sont pas prises par l'aérodynamique, mais par le bureau d'affectation. À cette époque, la BV 141 resta un symbole de jusqu'où l'idée de mieux voir pouvait être poussée, un avion qui montrait que la symétrie pouvait être un outil et non un accident. Et un avion qui, malgré cela, n'a pas trouvé la place que sa rareté exigeait. Elle a été laissée dans une zone ambiguë, trop spéciale pour être immense, trop tôt pour que son concept prenne racine, trop différent pour une Luftwaffe qui, avec le temps, aurait besoin de normes, pas d'exception. Voûte V-173, la crêpe, qui voulait rester en l'air presque sans chenilles. En 1942, la guerre avait déjà changé d'ampleur. L'Amérique était dedans. Et lorsqu'une puissance industrielle entre pleinement, une question pratique se pose et contamine tout, d'où tu décolles et où tu atterrisses. Sur la carte, les bases sont des points, mais dans le monde réel, ce sont des indices. Et une voie peut manquer, être endommagée, courte, se trouver sur une petite île ou se transformer en boue après une tempête. Dans ce monde, décoller n'était pas une formalité, c'était un avantage stratégique. Un avion qui a besoin de beaucoup de pistes vous oblige à construire, protéger et réparer des infrastructures. Un avion capable de partir avec une piste courte ouvre des options. Vous devrez peut-être changer d'itinéraire ou traverser des conditions météorologiques inattendues et toutes sortes de surprises. Ainsi, à mesure que le combat se resserrait, certains ingénieurs commencèrent à penser que l'ennemi était la piste elle-même. La proposition de Vought semblait être une provocation. Si c'est l'aile qui soutient l'avion, pourquoi ne pas faire presque tout l'avion une aile? Pas un fuselage avec des ailes, une aile qui sert de fuselage. Un corps large, court et arrondi, qui ressemble à un disque, une crêpe. Et si vous donnez à ce corps de grosses hélices faisant circuler beaucoup d'air à la surface, peut-être que vous pouvez vous maintenir à basse vitesse. Peut-être que tu pourrais partir court. Peut-être que tu peux atterrir plus lentement et sans peur. Le V-173 est né comme banc d'essai, pas comme un combattant prêt à se battre. C'était avant tout une expérience de vol. Cela nous permettrait de savoir comment un avion se comporterait dans cette forme, s'il présentait des améliorations en maniabilité ou en vitesse. À une époque où les pilotes risquaient leur vie avec des avions conventionnels, leur demander de faire voler un disque, c'était leur demander la foi. Le premier vol arriva le 23 novembre 1942, et cette date marque un point important. Le projet cesse d'être un dessin. Cela devient un objet mesurable. Il devient un avion qui vibre, qui sonne, qui répond. En test, il n'y a pas de mythe, il y a des leviers et des conséquences. Son apparence fut la première chose qu'il remarqua. Le fuselage était une aile épaisse. Le bord d'attaque était large. Le cockpit était placé sur cette carrosserie, avec une vue particulière vers l'avant, car le nez, en réalité, faisait partie de l'aile. À l'avant, presque comme des oreilles, apparaissaient deux énormes hélices. Ce n'étaient pas des ornements, mais le cœur de l'expérience. Ces hélices faisaient quelque chose de clé. Elles faisaient circuler beaucoup d'air sur la surface de l'aile, même lorsque l'avion était lent. Cela augmente la portance effective. Cela permet à l'avion de rester en vol à une vitesse plus basse. Et voilà la promesse. Une telle machine pourrait décoller avec peu de marche. Il pouvait approcher un point et atterrir avec une vitesse qui, sur d'autres avions, serait un territoire de perte. Mais cette promesse avait des frais.
La première était mécanique. Pour installer de telles hélices dans cette configuration, la transmission devait être robuste et précise. Moteur, essieu, engrenage. Chaque vibration est amplifiée. Chaque décalage est perceptible. À vitesse de guerre, une vibration n'est pas une nuisance. C'est un avertissement. Le second coup était aérodynamique. Un avion discoïdal ne se comporte pas comme un avion conventionnel. Leurs changements d'attitude, leurs réactions aux explosions, leurs réactions à leur tour sont différents. Elle peut être stable dans un régime et étrange dans un autre. Il peut sembler calme à basse vitesse puis devenir moins prévisible en accélérant. Ou l'inverse. L'objectif des tests était de cartographier ce comportement. Trouver le point où le design était une vertu et le point où il devenait un problème. Lors des vols du V-173, l'idée centrale était d'observer sa capacité à fonctionner à très basse vitesse sans tomber, et ce, de manière contrôlable. Les décollages ont été testés. Des approximations ont été testées. Les manœuvres ont été testées. Sa tendance à hocher la tête, à faire un clin d'œil, à osciller était mesurée. Combien il avait pardonné au pilote était en train d'être évalué, car en combat, le pilote n'a pas le temps de discuter avec l'avion. L'avion doit obéir. Il cherchait aussi quelque chose de plus difficile à quantifier. Quel sentiment cela a donné? Si le pilote pouvait faire confiance, si je pouvais anticiper, si l'avion était honnête. Les prototypes étranges tombent souvent dans un péché commun. Parfois, ils volent bien quand tout est parfait. Et ils deviennent dangereux quand le vent change, quand le moteur ne répond pas, quand le pilote fait une erreur minime. Le V-173, en tant que banc d'essai, accumula des informations précieuses. Le concept d'une grande zone de soutien a fonctionné. L'appareil pouvait voler lentement. Il pouvait tenir bon. Il pouvait atterrir avec contrôle. Mais le chemin vers une véritable application militaire n'était pas direct, parce que tester une forme est une chose, et une autre consiste à transformer cette forme en un appareil armé, rapide, résistant, facile à produire et facile à entretenir. C'est là que le cœur de la Seconde Guerre mondiale intervient. Les règles de production, les priorités dominent. En 1942 et 1943, l'urgence de chasseurs et bombardiers prêts à l'emploi était énorme. Les programmes expérimentaux se sont opposés à des besoins qui comptaient déjà les morts. Et puis, la guerre poussait déjà à une autre révolution, le moteur à réaction. Chaque mois qui passait, un avion expérimental à hélice devait justifier pourquoi cela comptait dans un futur qui devenait un avion à réaction. Pour cette raison, V-173 est mieux compris comme une graine. Comme un laboratoire qui anticipe une question moderne. Comment opérer depuis de petits espaces? Comment obtenir plus de portance avec moins de vitesse? Comment concevoir un avion qui ne dépend pas de grands aérodromes? Il a également laissé une empreinte sur la culture, parce qu'une crêpe volante n'est pas seulement une solution. C'est une image, et en temps de guerre, les images alimentent les mythes. Un pilote voit quelque chose de similaire et s'en souvient. Un mécanicien commente cela, un photographe la capture, et soudain, une expérience née pour mesurer la portance devient une légende des hangars. Baines Bat, l'aile volante qui voulait transformer un char en planeur. En 1943, le Royaume-Uni vivait avec une obsession très spécifique. Porter du poids à l'avant sans dépendre des routes intactes, sans dépendre des ports, sans attendre que la logistique rattrape la bataille. La guerre aéroportée avait déjà prouvé quelque chose. Placer des troupes derrière les lignes pourrait perturber tous les plans. Mais l'infanterie seule ne suffisait pas toujours. Un atterrissage ou une opération aéroportée nécessitait de la mobilité. Et surtout, ils avaient besoin d'acier. Le problème était simple et brutal. Il n'y avait pas assez d'avions cargo capables de soulever un char. Et même s'ils existaient, ils auraient besoin de rails et d'équipements qui n'étaient pas toujours disponibles. Puis est venue une idée qui ressemble à de la science-fiction, mais c'était une réponse désespérément pragmatique. Si vous ne pouvez pas faire entrer un char dans un avion, transformez le char dans le fuselage de l'avion, donnez-lui des ailes. Le processus comprenait le remorquage comme un planeur, puis le relâchait près de la cible. Puis le char a atterri, ils lui ont retiré les ailes et sont partis en guerre. Cette idée ne devint pas une réalité opérationnelle, mais cela a généré une étape intermédiaire qui a fonctionné. Un prototype à l'échelle, un laboratoire d'aérodynamique, un essai en forme d'avion, la Bat Baines. Son origine remonte à la conception de L. E. Baines,
qui proposa une grande aile porte-avions sans queue conventionnelle avec des stabilisateurs verticaux aux extrémités. L'objectif était de valider la stabilité et le contrôle dans un concept sans queue, sans l'ensemble classique de la queue. Le BAT était construit en bois, comme c'était courant dans les planeurs britanniques de l'époque, et a été fabriqué comme prototype à un tiers de l'échelle de l'idée plus grande. Ce n'était pas un jouet, c'était un outil sérieux. Si ce troisième échouait, tout le plan mourrait sur le champ. Si ça marchait, la porte restait ouverte. Le premier vol arriva en juillet 1943. Ce fait est important, car à ce moment-là, la guerre aérienne était déjà féroce et le temps pour les expériences se faisait court. Pourtant, ils ont fait exploser la situation, ils l'ont évaluée, et ils l'ont fait avec une intention claire, tester 3 théories en même temps. Premièrement, si une aile sans queue pourrait être stable lorsqu'elle est remorquée et relâchée. Deuxièmement, si elle peut être contrôlée précisément à l'approche et à l'atterrissage, ce qui est le cas où la survie d'un planeur est déterminée. Et enfin, la sécurité à l'atterrissage pourrait être renforcée sans grands aérofreins en utilisant des dispositifs tels que des volets pour gérer la portance et la descente. La batte-souris de Baines était importante pour quelque chose qui semble petit, mais qui ne l'était pas. Il fut l'un des premiers monoplans sans queue avec volets disponibles pour la recherche systématique et il a fini par voler largement pour des tests de stabilité et de contrôle entre les mains d'organismes de recherche britanniques. Dans sa forme, le BAT était presque une négation de l'avion typique. Pas de fuselage long, pas de queue horizontale. C'était une aile à corps minimal, avec un cockpit intégré et des surfaces verticales aux extrémités. Cette configuration promettait d'économiser du poids structurel, cela promettait moins de traînées parasitaires. Et par-dessus tout, elle promettait une logique. Si le char devait remplacer le fuselage dans le vrai, la dernière chose que l'on voulait était d'ajouter une queue longue, fragile, difficile à porter et facile à briser lors d'un atterrissage dans un champ improvisé. Lors des essais, l'objectif n'était pas d'impressionner, c'était mesurer. Comment il réagissait au changement d'angle, comment il se remettait des oscillations, comment il se comportait en yaw, comment il prévenait le pilote alors qu'il était proche d'un régime dangereux. Parce que dans un planeur remorqué, la stabilité est la vie. Si le planeur commence à serpenter derrière le remorqueur, tout l'ensemble peut devenir incontrôlable en quelques secondes. Les rapports publics s'accordent sur le résultat essentiel. Les tests ont été couronnés de succès en termes de recherche. L'avion pouvait voler. Cela pourrait être contrôlé. Le concept sans queue était viable comme plateforme de studio. Mais la guerre ne récompense pas seulement les viables, récompenser en masse les utiles. Et là, le projet est entré en collision avec la réalité de 43 et 44. Le plan des chars à vol à voile prévoyait une chaîne parfaite de choses difficiles. Un réservoir adapté au poids, ailes robustes et détachables. Les équipages s'entraînaient à voler puis à combattre. Une opération visant à récupérer ou abandonner des ailes en territoire ennemi. Et tout cela dans un environnement où des planeurs de fret capables de transporter du matériel à l'intérieur d'un fuselage étaient déjà en cours de développement et d'utilisation avec une logistique plus claire. La décision stratégique penchait vers ce qui pouvait être mis en œuvre sans réinventer tout le concept de char. Le projet de Baines, qui consistait à transporter un char avec des ailes attachables, fut abandonné. Non pas parce que la chauve-souris n'a pas volé, mais parce que l'ensemble de l'écosystème du plan était un pari trop important pour le retour attendu. Pourtant, la chauve-souris ne disparut pas instantanément. Sa valeur en tant que plateforme de recherche l'a maintenue vivante au-delà de son objectif initial. Il a ensuite contrôlé et testé la stabilité précisément parce qu'une aile sans queue posait des questions qui survivraient à la guerre. Curtiss Wright XP-55, Ascender, le canard qui promettait l'avenir et luttait contre la perte. En 1943, les États-Unis avaient déjà compris une vérité gênante. Le combattant idéal n'était pas seulement le plus rapide. C'était celle qui pouvait être produite en masse, conservée sans drame et volée en toute sécurité entre les mains de jeunes pilotes. Pourtant, la guerre ouvrit aussi une ouverture à l'expérimentation, parce que les menaces ont changé. Les avions ennemis volaient plus haut, plus vite, avec de meilleures armes, et une nouvelle ère était annoncée à l'horizon. Le moment où l'hélice commencerait à faiblir. Dans ce climat, l'armée de l'air lança une recherche, des chasseurs de configuration non conventionnelle. L'objectif était ambitieux,
Réduisez la résistance, améliorez la vitesse, améliorez l'escalade et, si possible, améliorez la visibilité et l'armement. Curtiss répondit avec une machine qui semblait conçue pour contredire tout ce qu'on connaissait. L'XP-55 a effectué son premier vol le 19 juillet 1943, et ce jour-là, le prototype n'était plus un concept élégant. Cela est devenu un vrai problème avec la gravité, le vent et l'erreur humaine. Sa forme expliquait déjà le pari. Il avait du canard. Surface avant pour le contrôle du pitch. L'aile principale était plus en arrière. Il n'avait pas de queue conventionnelle. Et le moteur était derrière, poussant. Un combattant pousseur dans un monde où la plupart continuaient de tirer. L'intention était claire. Reculer le moteur libérait le nez. On pourrait penser à un armement frontal sans l'entrave du moteur. La visibilité pouvait être acquise vers l'avant et vers le bas. Et un fuselage plus propre pourrait être conçu, avec moins de choses perturbant le flux d'air. Le canard ajouta une nouvelle promesse. En théorie, un canard bien conçu peut offrir de bonnes réponses de contrôle et offrir des caractéristiques de décrochage plus sûres si la surface avant décroche avant l'aile principale, abaissant le nez et regagnant de la vitesse. C'était la théorie idéale. Mais la théorie idéale vit sur une feuille. Le XP-55 vivait dans les airs. La première réalité était que l'avion était difficile. Pas forcément impossible, mais exigeant. La configuration du propulseur pose des défis qui ne sont pas présents dans un avion conventionnel. Le moteur arrière influence le refroidissement et la répartition de la masse. L'hélice arrière impose des limites de sécurité et de conception structurelle. Le train d'atterrissage et l'attitude de décollage doivent être réglés avec précision. Et le flux d'air autour des surfaces arrière ne se comporte pas de la même façon. Puis il y avait l'ennemi principal de ce chapitre, la perte. Sur un avion conventionnel, le décrochage peut ressembler à un tremblement ou à une chute douce, avec préavis. Dans des configurations non traditionnelles, elle peut apparaître de façon plus abrupte et avec des réactions moins intuitives. Cela ne rend pas automatiquement l'avion inutile, mais cela augmente le risque. Le XP-55 a montré des tendances dangereuses dans certaines conditions, et ces tendances sont devenues évidentes lors des tests. Ce n'était pas seulement une question de vitesse maximale, mais aussi de façon à se comporter lorsque le pilote poussait l'avion à la limite. S'il pouvait grimper fort, comment réagissait-il à un virage très agressif qu'il ralentissait si rapidement lors d'une approche? Là où l'on décide si un combattant est une arme ou un piège. Le programme avançait avec des prototypes et des modifications. Parce que dans un projet expérimental, le premier vol n'est pas un couronnement. C'est le début d'une liste de corrections. Les surfaces sont ajustées, les angles sont changés, les contrôles sont examinés, des solutions sont recherchées pour rendre l'appareil plus prévisible. Malgré ces efforts, l'évaluation globale n'était pas ce dont Curtiss avait besoin. Le XP-55 n'offrait pas de performance justifiant sa complexité. Ce n'était pas le saut qu'il avait promis, et cela, en 1943 et 1944, a suffi à condamner un projet. Si un design rare ne surpasse pas clairement les designs conventionnels, cela devient un luxe, et la guerre n'a aucune patience pour les luxes. Il y avait aussi un autre facteur qui dévorait l'avenir. Les moteurs à réaction transformèrent déjà l'équation. Pas immédiatement dans toutes les unités, mais comme une direction stratégique. Cela laissait les chasseurs expérimentaux à hélice dans une position délicate. Ils devraient aller mieux maintenant, pas dans 5 ans. Ils devraient être pratiques maintenant, pas intéressants. Et l'Ascendé était par-dessus tout intéressant. En ce sens, le XP-55 était une étape plutôt qu'une destination. Elle servait à apprendre ce qui se passe quand on remet le moteur sur un chasseur et quand on retire la queue traditionnelle. Elle servait à mesurer la stabilité et le contrôle dans des régimes qui, en 1943, étaient encore compris par expérience directe et non par simulation numérique. Et cela a servi à démontrer une autre vérité. L'innovation dans un avion de chasse ne se limite pas à l'aérodynamisme, c'est un système complet. Production, maintenance, entraînement, sécurité. L'ascendeur laisse aussi une image forte. L'image d'une guerre qui pousse les concepteurs et les pilotes à piloter des choses qui ne sont pas encore matures, des prototypes nés pour avoir un avenir mais qui entrent en collision avec le présent. Northrop XP-56 Black Bullet, la balle qui voulait trancher l'air et finit par heurter la réalité.
À la fin de 1943, la guerre ne récompensait plus les belles idées. Il a récompensé ce qui a fonctionné aujourd'hui, ce qui a décollé demain, ce qui pourrait soutenir une campagne de plusieurs mois sans se briser de l'intérieur. Et pourtant, à cette même période, les États-Unis continuaient de promouvoir des programmes expérimentaux, pas sur un coup de tête, par peur d'être laissés derrière. L'XP-55 avait été un pari. Le XP-56 était un autre, encore plus radical. Une question directe. Si nous éliminons la queue conventionnelle, si nous comprimons le fuselage, si nous nettoyons la forme pour réduire la traînée, pouvons-nous faire sortir un chasseur plus rapidement et plus agressif que l'existant? Northrop avait une obsession particulière, les ailes. Efficacité aérodynamique. L'idée qu'un avion n'ait pas besoin d'être un tube avec des ailes attachées. Cela pourrait être une forme intégrée. Compact, avec moins de pièces qui offrent une résistance inutile. Cette philosophie a donné naissance à une machine qui ressemblait à un projectile, d'où son surnom, balle noire. Le premier vol arriva le 30 septembre 1943, et avec ce vol est venue l'épreuve décisive. La forme semblait rapide, mais la vitesse réelle n'est pas une opinion, c'est une mesure. Et le comportement d'un avion n'est pas négociable. Soit il t'obéit, soit il exige un combat constant. Le XP-56 était un chasseur expérimental de configuration non conventionnelle, moteur à pousser, hélice derrière, pas de col horizontal typique, avec des surfaces de contrôle intégrées à l'aile. C'était un design compact et agressif, conçu pour minimiser la traînée et concentrer la puissance. En théorie, cela devrait se traduire par des performances, mais la théorie venait avec une liste de problèmes possibles. Dans un avion pousseur, le flux d'air vers les surfaces arrière se comporte différemment. L'hélice peut influencer la stabilité. Le moteur arrière modifie la répartition du poids. Le train d'atterrissage et l'attitude au sol deviennent plus délicats. Et il y a un facteur silencieux, la tolérance de l'avion à l'erreur du pilote. Un prototype peut voler. Cela ne signifie pas que c'est utile pour la guerre. Sur le XP-56, la recherche d'une forme propre a suscité des tensions dans tous les systèmes, en contrôle, en stabilité directionnelle, dans un comportement à basse vitesse, et dans la façon dont l'avion réagissait quand le pilote le forçait à une manœuvre. C'est là que tout est décidé. Un chasseur ne vit pas en vol droit. Il vit dans les accélérations, les montées, les virages, les corrections brusques, vit dans des limites. Le programme n'a pas non plus eu de voie facile dès le départ. Le développement a connu des changements et des retards. Le groupe motopropulseur et l'intégration du système de propulsion n'étaient pas des détails mineurs. Un avion aussi compact à moteur arrière nécessite des solutions fines pour le refroidissement, la transmission, les vibrations et l'accessibilité à la maintenance. Et lorsque chaque ajustement nécessite de repenser certaines pièces, le calendrier est cassé. Lors des essais, le XP-56 a rencontré des problèmes typiques des prototypes extrêmes, mais qui, en temps de guerre, sont presque impardonnables. Incidents pendant les répétitions, comportements difficiles et un sentiment persistant. L'avion n'a pas tenu ses promesses. L'autre partie de cette histoire est le contenu. Northrop avait envisagé d'utiliser le magnésium dans sa structure, un métal léger qui, en théorie, offrait des avantages. Mais dans une vraie guerre, le magnésium suscite une anxiété industrielle. Fabrication complexe, risques en cours, moins de réparations directes, et une peur constante en cas d'incendie. Il n'était pas nécessaire que l'avion prenne feu pour que le programme soit rempli de doutes. Il suffisait que le risque soit là. Au fil des évaluations, l'XP-56 se retrouva coincé entre deux mondes. Ce n'était pas un avion mature, ce n'était pas non plus un saut si important qu'il justifie d'insister. Et en attendant, l'avenir prenait une autre direction. Les réacteurs. En 1943, ils ne dominaient pas encore le ciel, mais ils dominaient déjà la pensée de ceux qui planifiaient ce qui allait arriver. Si le jet devait être la prochaine étape, un chasseur expérimental à hélice devait prouver sa valeur avec une supériorité évidente. Ce n'était pas suffisant pour être original. Cela condamne de nombreux prototypes de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'échouent pas parce qu'ils ne volent pas. Ils échouent parce qu'ils ne peuvent pas gagner la bataille du coût, du temps et de la performance en même temps. Un avion peut avoir une idée brillante, mais s'il demande trop d'ajustements pour être sûr et fiable, le programme étouffe.
Le XP-56 a laissé des leçons importantes. Il confirma que la conception à queue et l'intégration de l'aile dans le fuselage étaient des trajectoires possibles, mais délicates. Il a montré que la stabilité directionnelle dans les configurations compactes n'est pas fixée par une seule pièce. Il est conçu de toutes pièces, et il a laissé un avertissement fort. La traînée n'est pas le seul ennemi d'un chasseur. L'ennemi est aussi un comportement imprévisible quand vous ralentissez, quand vous tournez brusquement, quand le pilote a besoin que l'avion soit une extension de ses mains. La Black Bullet, au final, resta un symbole d'une époque où les États-Unis pouvaient se permettre d'expérimenter, même en pleine guerre. Hafner Rotabuggy, la Jeep qui a tenté de s'envoler sur le champ de bataille. En 1943, les opérations aéroportées étaient devenues un véritable outil stratégique. Les parachutistes pouvaient apparaître derrière les lignes ennemies et perturber des défenses entières. Mais il y avait un problème qui se répétait sans cesse. Une fois les soldats sur terre, ils étaient isolés. Ils avaient des armes légères, des radios et de la volonté. Mais il manquait de mobilité. Un parachutiste armé d'un fusil pouvait tenir une position. Un parachutiste muni d'un véhicule pourrait l'agrandir. Le Royaume-Uni avait besoin d'un moyen d'acheminer des véhicules légers dans des zones où les avions ne pouvaient pas atterrir facilement. Les solutions conventionnelles étaient encore en train de mûrir. Les grands planeurs de transport pouvaient transporter troupes et cargaisons, mais leur disponibilité était limitée et leur logistique complexe. Dans ce contexte, une idée radicalement simple est apparue. Si une Jeep ne peut pas tenir dans un avion, alors la Jeep devient l'avion. Le véhicule choisi était la Willys MB, la Jeep militaire standard des Alliés. Elle était compacte, robuste et largement utilisée. La modification consistait à installer un grand rotor sur la structure, similaire à celui d'un autogyro, ainsi qu'une queue avec des surfaces verticales pour assurer la stabilité. Le tout n'était pas un hélicoptère. C'était un gyroplane remorqué. Le concept était simple. Un avion ou un véhicule remorqueur traînerait la Jeep sur une piste. Le rotor commencerait à tourner avec le flux d'air. À mesure que la vitesse augmentait, le rotor générait de la portance. Le véhicule pouvait décoller du sol et voler derrière le remorqueur. Une fois près de la destination, le câble était libéré et la Jeep glissait jusqu'au sol. En théorie, le pilote atterrirait, démonterait le rotor et le système de queue, et le véhicule retrouverait sa fonction initiale. Conduire. Le projet a été développé par l'ingénieur autrichien Raoul Hafner, spécialiste des gyroplanes. Son expérience des rotors libres faisait de lui le candidat idéal pour tester un tel concept. L'appareil a reçu un nom reflétant sa nature hybride, Rotabuggy. Les premiers essais ont commencé en 1943. Le véhicule modifié avait l'air si étrange qu'on aurait dit une blague mécanique. Une Jeep avec une énorme hélice supérieure et une queue allongée, comme si quelqu'un avait décidé d'assembler un avion de fortune dans un garage militaire. Mais le Rotabuggy n'était pas une idée improvisée, c'était une expérience sérieuse. Les ingénieurs voulaient savoir si un véhicule terrestre pouvait être temporairement transformé en un appareil de vol stable, sans nécessiter une toute nouvelle structure. Lors des premiers essais, la Jeep a d'abord été remorquée par des véhicules à terre. Cela permettait d'observer comment le rotor réagissait au flux d'air et comment l'ensemble se comportait avant de tenter des vols complets. Une fois que le système s'est avéré générer une portance suffisante, des progrès ont été réalisés vers les essais remorqués par avion. Lors de ces essais, le Rotabuggy était tiré derrière un avion, généralement un bombardier léger ou un transport. Le rotor tournait librement et offrait de la portance, permettant à la Jeep de s'élever du sol. De l'extérieur, le résultat était surréaliste, une Jeep volant comme un petit gyroplane derrière un avion. Mais la rareté n'était pas le vrai problème. Le vrai problème était le contrôle. Bien que le rotor génère de la portance, le véhicule n'avait pas été conçu à l'origine pour voler. Son aérodynamique était celle d'une voiture militaire. Le pilote devait maintenir la stabilité grâce à des commandes supplémentaires, tout en gérant les vibrations et les comportements imprévisibles à certaines vitesses. De plus, la traînée aérodynamique était considérable. La Jeep n'était pas une carrosserie aérodynamique propre. Sa forme générait des turbulences et de la traînée. Cela obligeait l'avion de remorquage à travailler plus dur pour maintenir vitesse et stabilité. Malgré tout, le Rotabuggy a continué à effectuer des vols remorqués réussis. Cela montrait que l'idée était techniquement réalisable.
Une Jeep pouvait, en fait, voler derrière un avion et atterrir sans se détruire. Mais la guerre n'évalue pas les projets par curiosité technique. Il les évalue pour leur efficacité. Pendant que le Rotabuggy effectuait ses essais, les Alliés déployaient déjà des planeurs de transport tels que le Horsa et le Waco CG-4A. Ces planeurs pouvaient transporter des véhicules légers à l'intérieur du fuselage sans modifier la conception du véhicule. La Jeep arrivait simplement, volait, atterrissait et roulait. Comparé à cette solution, le Rotabuggy présentait des inconvénients distincts. Cela a nécessité de modifier chaque véhicule, ajouter et démonter les disques, former des pilotes spéciaux et accepter un niveau de risque considérable à chaque atterrissage. La conclusion militaire était inévitable. Le concept fonctionnait, mais il n'était pas pratique dans une guerre nécessitant des solutions simples et reproductibles. Le programme a été interrompu avant d'atteindre un usage opérationnel. Cependant, le Rotabuggy a laissé plus qu'une simple anecdote étrange. Elle a montré que les rotors libres pouvaient être intégrés dans des plateformes non conventionnelles et que la mobilité aérienne pouvait être explorée de manière inattendue. D'une certaine manière, c'était un antécédent conceptuel des idées ultérieures sur les véhicules volants légers. Mais en 1943 et 1944, la guerre poussait encore les ingénieurs dans une autre direction. Dornier, d'O-335 Pfeil, le chasseur qui poussait et tirait en même temps. À mesure que la guerre avançait vers 1943, l'Allemagne commença à faire face à un problème de plus en plus flagrant. Les bombardiers alliés apparurent en nombre croissant et à plus haute altitude. La Luftwaffe avait besoin d'intercepteurs capables d'atteindre rapidement ces formations et d'attaquer avant que les escorteurs alliés ne puissent intervenir. Beaucoup des chasseurs allemands existants étaient déjà proches de leurs limites de développement. Le Messerschmitt Bf-109 et le Focke-Wulf FW-190 restaient efficaces, mais leur évolution avait des limites structurelles. Si l'on voulait plus de vitesse et plus de puissance, il fallait trouver une autre solution. Les ingénieurs de Dornier ont alors repris une idée déjà apparue dans l'histoire de l'aviation, mais qui avait rarement été appliquée avec succès, la configuration push-pull. Au lieu de monter 2 moteurs sur les ailes, comme dans un bimoteur conventionnel, les 2 moteurs étaient alignés sur l'axe longitudinal de l'avion. L'un était situé dans le nez avec une hélice tractrice traditionnelle tirant l'avion vers l'avant. Le second moteur était placé derrière le cockpit, relié à une hélice arrière qui poussait depuis la queue. Cette configuration promettait de combiner 2 avantages normalement exclusifs. D'une part, il offrait la puissance d'un avion bimoteur. En revanche, il conservait une section avant relativement étroite, réduisant la traînée aérodynamique généralement générée par les moteurs installés dans les ailes. Le Dornier d'O-335, qui reçut le nom de Pfeil, flèche, fut le résultat de cette approche. Le prototype effectua son vol inaugural le 26 octobre 1943. Dès le départ, il était clair que l'appareil possédait un potentiel de performance extraordinaire pour un avion à hélice. Sa conception était allongée et épurée, avec un fuselage étroit qui dissimulait la configuration complexe des moteurs. La puissance provenait de 2 moteurs Daimler-Benz DB603, chacun capable de délivrer plus de 1700 chevaux. Cette combinaison a généré une vitesse maximale dépassant 750 km/h dans certaines configurations, ce qui en faisait l'un des avions à piston les plus rapides construits pendant la guerre. La disposition des moteurs présentait des avantages évidents. Dans les bimoteurs classiques, si l'un des moteurs calait ou tombait en panne, la poussée asymétrique pouvait provoquer une déviation violente de l'avion sur un côté. Sur le dos, 335, les 2 moteurs étaient alignés sur l'axe central. Si l'un d'eux tombait en panne, l'avion ne subissait pas le même effet de torsion latérale. Cette fonctionnalité simplifiait le contrôle en situation d'urgence. De plus, en supprimant les moteurs des ailes, la conception réduisait la traînée aérodynamique et permettait d'atteindre des vitesses plus élevées avec la même puissance. Cependant, la configuration comportait également d'importants défis techniques. Le moteur arrière devait transmettre sa puissance à une hélice située dans la queue au moyen d'un long arbre qui traversait l'intérieur du fuselage. Cet arbre devait résister aux vibrations, aux torsions et aux variations de charge sans jamais lâcher. L'ingénierie nécessaire pour garantir sa fiabilité était complexe.
De plus, le système de refroidissement d'un moteur situé à l'intérieur du fuselage nécessitait des solutions soigneusement conçues pour éviter la surchauffe. Un autre problème évident était la sécurité du pilote. Dans un avion conventionnel, le pilote peut quitter le cockpit en sautant en arrière ou sur le côté. Dans le Do 335, une hélice tournait derrière le fuselage, rendant l'évacuation un danger mortel. Les ingénieurs ont résolu le problème de manière ingénieuse. L'appareil était équipé d'un siège éjectable, l'un des premiers à être installé sur un chasseur opérationnel. De plus, la queue pouvait être détachée par des charges explosives pour empêcher le pilote de s'écraser contre l'hélice arrière lors de l'éjection. L'armement du Pfeil reflétait son rôle d'intercepteur lourd. Dans beaucoup de ces configurations, l'appareil était équipé d'un canon de 30 mm tirant à travers l'arbre moteur avant, accompagné de 2 canons de 20 mm montés sur le fuselage. Cet armement suffisait à détruire les bombardiers lourds avec relativement peu de coûts. L'appareil pouvait également transporter des bombes lors de missions d'attaque rapide, élargissant ainsi sa polyvalence à une époque où l'Allemagne avait besoin d'appareils capables de remplir plusieurs rôles. Les premiers tests ont confirmé que le Do 335 était un modèle impressionnant. Son accélération, sa vitesse et sa stabilité en faisaient une plateforme prometteuse. Les pilotes d'essai allemands étaient impressionnés par sa capacité à atteindre des vitesses que peu de chasseurs à piston pouvaient égaler. En théorie, un tel intercepteur aurait constitué une menace sérieuse pour les formations de bombardiers alliés. Mais la guerre entrait déjà dans sa phase finale. En 1944, l'Allemagne souffrait de pénuries de carburant, de matériaux et de capacités industrielles. Les bombardements alliés détruisirent des usines et compliquèrent le transport ferroviaire. Même les projets techniquement réussis faisaient face à un obstacle insurmontable, la production de masse. Le Do 335 était un avion complexe et coûteux à fabriquer. Ces systèmes avancés nécessitaient une précision industrielle et une main-d'œuvre qualifiée, 2 ressources dont l'Allemagne disposait en quantité décroissante. De plus, le paysage technologique évoluait rapidement. Les moteurs à réaction commencèrent à entrer en service du côté allemand avec le Messerschmitt ME-262. Bien que le ME-262 ait également rencontré des problèmes de développement et de production, il représentait une nouvelle ère de vitesse que les avions à hélice ne pouvaient pas égaler sur le long terme. Dans ce contexte, même un avion extraordinaire comme le Do 335 semblait appartenir à une génération sur le point d'être dépassée. La production du Pfeil a commencé tard et en quantité très limitée. Certains exemplaires ont été intégrés aux unités opérationnelles, mais l'effondrement du Troisième Reich a empêché l'appareil de jouer un rôle significatif au combat. Beaucoup des avions achevés furent capturés par les forces alliées à la fin de la guerre, où ils furent soigneusement étudiés par des ingénieurs intéressés par leur configuration innovante. Malgré sa participation limitée au combat, le Dornier Do 335 reste l'un des exemples les plus fascinants de l'ingénierie aéronautique de la Seconde Guerre mondiale. Sa conception représentait une tentative sérieuse de surmonter les limitations aérodynamiques des chasseurs traditionnels en utilisant une combinaison peu commune de puissance et d'efficacité. Cela montre aussi que l'innovation technique n'est pas toujours suffisante pour changer l'issue d'un conflit lorsqu'elle arrive trop tard. Alors que le Pfeil poussait la technologie des moteurs à piston à ses limites maximales, une idée encore plus radicale était déjà en cours de développement en Allemagne, un avion sans fuselage conventionnel en forme d'aile pure conçu pour voler propulsé par des moteurs à réaction. Ortenau 229, l'aile volante qui anticipait l'avenir. En 1943, la Luftwaffe subissait une pression stratégique croissante. Les forces aériennes alliées dominèrent progressivement le ciel européen. Les bombardiers lourds américains et britanniques attaquaient de plus en plus régulièrement les villes industrielles allemandes, les raffineries et les centres de production. La défense aérienne avait besoin d'avions capables d'intercepter rapidement ces formations avant qu'elles n'atteignent leur cible. Mais la solution ne pouvait pas reposer uniquement sur plus de la même chose. L'Allemagne avait besoin de vitesse, de portée et de capacité de frappe dans une combinaison que de nombreux avions conventionnels ne pouvaient offrir. Dans ce contexte, une proposition radicale présentée par les frères Walter et Reimar Orten apparut. Depuis les années 1930, ingénieurs et pilotes expérimentaient des planeurs à ailes volantes,
Son idée centrale était d'éliminer tous les éléments structurels inutiles. Dans un avion traditionnel, le fuselage transporte du cargo, mais il génère aussi de la traînée aérodynamique. La queue ajoute de la stabilité, mais augmente aussi la traînée. Si l'ensemble de l'appareil pouvait fonctionner comme une seule aile, l'efficacité aérodynamique pourrait être grandement augmentée. Le concept d'aile volante n'était pas entièrement nouveau, mais jusque-là, il avait été difficile à contrôler. Les conceptions précédentes avaient montré que supprimer la queue conventionnelle pouvait entraîner des problèmes de stabilité et de contrôle, notamment à basse vitesse ou lors de manœuvres complexes. Cependant, les Orten étaient convaincus qu'avec la bonne conception et des surfaces de contrôle bien réparties, le concept pouvait fonctionner. Lorsque le ministère allemand de l'air a lancé le programme dit 3 x 1000, qui prévoyait un bombardier capable de transporter 1000 kg de bombes à 1000 km de distance et à une vitesse d'environ 1000 km par heure, les Orten ont présenté leur proposition. Son avion ne ressemblait pas à un bombardier conventionnel, c'était une aile pure avec un cockpit intégré au centre et des moteurs intégrés dans la structure. Le projet est devenu le Orten HO 229. L'appareil a été conçu pour utiliser des moteurs à réaction Junkers-Jumo 004, les mêmes moteurs qui équipaient le Messerschmitt ME 262. Intégrer des moteurs à réaction à l'intérieur d'une aile volante était une décision audacieuse. Au lieu de suspendre les moteurs dans des nacelles externes, comme sur de nombreux premiers avions à réaction, le HO 229 les a intégrés à l'intérieur de la structure des ailes. Cela réduisait la traînée et aidait à garder la conception propre. Le premier prototype n'avait pas de moteur. C'était un planeur utilisé pour évaluer le comportement aérodynamique du concept. Ce prototype effectua son premier vol le 1er mars 1944. Les premiers résultats étaient encourageants. L'appareil a démontré une bonne efficacité aérodynamique et une stabilité raisonnable, confirmant que la configuration des ailes volantes pouvait fonctionner en pratique. L'étape suivante fut de construire un prototype propulsé par des moteurs à réaction. Cet appareil décolla pour la première fois le 2 février 1945. À ce moment-là, la situation militaire allemande était critique. L'armée rouge avançait depuis l'Est, tandis que les forces alliées occidentales traversaient le Rhin. Le temps des projets expérimentaux avait pratiquement disparu. Malgré tout, les premiers essais du HO 229 ont révélé des caractéristiques remarquables. Sa forme réduisait significativement la traînée aérodynamique. Cela permettait d'atteindre des vitesses comparables à celles des autres avions à réaction, mais avec une consommation relative de carburant plus faible. En théorie, un avion avec cette configuration pourrait avoir une plus grande autonomie que beaucoup de ses contemporains. Un autre aspect intéressant de sa conception était le matériau utilisé dans certaines parties de la structure. Certains éléments combinaient du bois et des résines synthétiques, en partie à cause de la rareté des métaux stratégiques en Allemagne à la fin de la guerre. Des décennies plus tard, certains chercheurs ont suggéré que cette combinaison de matériaux aurait légèrement réduit la signature radar de l'avion, bien que le HO 229 n'ait pas été conçu spécifiquement pour cette fin. Quoi qu'il en soit, la forme propre de l'aile volante aurait généré une réflexion radar plus faible que celle de nombreux avions traditionnels sur le fuselage et la queue. L'armement prévu comprenait des canons de 30 mm montés près de la section centrale de l'aile. Cela aurait permis aux avions d'attaquer les bombardiers lourds avec une grande puissance de feu. De plus, le HO 229 pouvait transporter des bombes pour des missions d'attaque. S'il avait été produit en nombre significatif, il aurait été un intercepteur et un chasseur bombardier très rapide. Cependant, le développement de l'appareil n'a jamais dépassé le stade du prototype. Lors d'un des vols d'essai du deuxième prototype, le pilote d'essai Erwin Ziller a été tué lorsqu'un moteur a lâché et que l'appareil a perdu le contrôle lors de la tentative d'atterrissage. Cet accident ne signifiait pas nécessairement l'échec du concept, mais il reflétait la difficulté de développer un avion aussi avancé en pleine crise industrielle et militaire. Début 1945, les usines allemandes étaient constamment bombardées. La production de carburant avait été drastiquement réduite. Les programmes pilotes étaient en concurrence avec le besoin urgent de construire des armes pouvant être utilisées immédiatement. Le HO 229 n'a pas eu le temps d'évoluer vers un modèle opérationnel. Lorsque les forces alliées capturèrent des installations allemandes à la fin de la guerre,
elles trouvèrent des prototypes incomplets du HO-229. L'un d'eux a été transféré aux États-Unis pour étude. Les ingénieurs alliés ont soigneusement analysé la conception car elle représentait une approche très différente de l'aérodynamique des avions de chasse. Bien que le HO-229 n'ait jamais vu le combat, son concept a survécu à la guerre. Des décennies plus tard, les conceptions d'ailes volantes réapparaîtraient dans les avions modernes, notamment dans les bombardiers stratégiques, où l'efficacité aérodynamique et la réduction de la signature radar devinrent des facteurs critiques. Le HO-229 fut, à bien des égards, un premier aperçu d'une direction que l'aviation militaire suivrait bien après. Lippisch P-13A, l'intercepteur qui voulait voler avec du charbon. En 1944, la guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne avait atteint un point critique. Les villes industrielles furent bombardées de plus en plus fréquemment. Les raffineries et les usines de carburant synthétique étaient devenues des cibles prioritaires pour l'aviation alliée. Chaque mois qui passait, la pénurie de carburant liquide s'aggravait. Le problème ne résidait pas seulement dans la production d'avions, c'était pour les nourrir. Ce contexte explique pourquoi certains ingénieurs ont commencé à explorer des idées qui, en temps normal, auraient semblé totalement irrationnelles. Si le carburant liquide se fait rare, la question inévitable se pose tôt ou tard. Peut-on voler avec autre chose? L'un des ingénieurs qui a directement rencontré ce problème était Alexander Lippisch. Lippisch n'était pas un designer improvisé. Il avait travaillé pendant des années sur des configurations de deltaplane et avait contribué au développement du Messerschmitt Me 163 Comet, l'un des premiers intercepteurs propulsés par fusée utilisés au combat. Ses recherches portaient sur l'aérodynamique des ailes en flèche abrupte et le potentiel d'atteindre des vitesses extrêmement élevées. En 1944, Lippisch était convaincu que l'avenir des intercepteurs résidait dans les deltaplanes. Cette forme offrait des avantages à grande vitesse. La grande surface de l'aile et l'angle prononcé des ailes permettaient de maintenir la stabilité à des régimes proches ou au-dessus du son. Mais le défi ne résidait pas seulement dans la forme de l'avion, c'était la propulsion. Les moteurs à réaction conventionnelle nécessitaient un carburant liquide raffiné. L'Allemagne en avait de moins en moins. C'est pourquoi Lippisch a commencé à envisager un autre type de moteur, le ramjet. Le ramjet est en théorie un moteur extrêmement simple car il ne possède ni compresseur ni turbine, mais fonctionne en profitant de la vitesse de l'avion lui-même pour comprimer l'air entrant par l'admission avant. Cet air comprimé se mélange au combustible et brûle à l'intérieur d'une chambre de combustion, générant de la poussée. La simplicité du système le rendait attrayant. Mais il avait aussi une limitation importante. Un ramjet ne peut pas partir de zéro. Il faut que l'avion soit déjà en mouvement à grande vitesse pour que le flux d'air fonctionne correctement. Le projet qui est né de ces idées fut le Lippisch P-13A. L'appareil a été conçu comme un intercepteur à aile delta très compact, avec une grande prise d'air avant alimentant un moteur central à réacteur à réaction. Au lieu de dépendre du combustible liquide conventionnel, le système utiliserait du charbon pulvérisé. Le charbon était introduit dans la chambre de combustion où il était transformé en gaz producteur en se mélangeant à l'air chaud. Ce gaz serait le carburant efficace pour maintenir la combustion du ramjet. Le choix du charbon n'était pas accidentel. L'Allemagne avait encore un accès relativement large aux réserves de charbon, même lorsque le pétrole devenait de plus en plus rare. En théorie, un intercepteur capable d'utiliser cette ressource serait moins vulnérable à la crise énergétique affectant la Luftwaffe. La structure du P-13 a été aussi radicale que son système de propulsion. Le fuselage était minimal. La majeure partie de l'avion était un deltaplane, épais et court. Le cockpit était situé près du bord d'attaque, intégré à la structure de l'aile. La conception était optimisée pour le vol à grande vitesse et pour minimiser la traînée aérodynamique. L'armement prévu comprenait des canons lourds pour intercepter les bombardiers alliés. L'avion aurait probablement été lancé depuis une piste par un système d'accélération auxiliaire, comme des fusées ou un remorquage par un autre avion, jusqu'à atteindre la vitesse nécessaire pour que le ramjet commence à fonctionner. En théorie, une fois le moteur ramjet activé, l'intercepteur pouvait atteindre des vitesses extrêmement élevées pour l'instant. Certains calculs suggéraient qu'il pouvait approcher ou même dépasser le mur du son dans certaines conditions. Ces estimations étaient optimistes, mais reflétaient l'ambition du projet.
Cependant, le P-13 n'a jamais été mis en vol. La guerre se terminait trop rapidement pour qu'un projet aussi expérimental puisse atteindre le stade de prototype fonctionnel. Malgré tout, un planeur expérimental lié à ce design, connu sous le nom de DM-1, a été construit. Cet appareil avait pour fonction d'étudier le comportement aérodynamique du deltaplane à basse vitesse et lors de l'atterrissage. Le DM-1 n'effectua pas de vol complet sous contrôle allemand avant la fin de la guerre. Lorsque les forces alliées ont occupé les installations où se trouvait le prototype, l'appareil a été capturé puis transféré aux États-Unis. Là, il a été testé en soufflerie par des ingénieurs cherchant à mieux comprendre les caractéristiques aérodynamiques des deltaplanes. Les résultats de ces recherches ont contribué au développement ultérieur des avions supersoniques dans la période d'après-guerre. Le concept de deltaplane allait devenir une caractéristique courante dans de nombreux chasseurs et bombardiers à grande vitesse au cours des décennies suivantes. P.13 représente l'un des exemples les plus extrêmes d'innovation portés par un désespoir stratégique. C'était une tentative de résoudre simultanément deux problèmes énormes: intercepter les bombardiers à très grande vitesse et le faire avec un carburant que l'Allemagne pouvait encore obtenir. Bien que l'avion n'ait jamais décollé, le projet démontre à quel point la guerre pousse les ingénieurs à explorer des solutions qui seraient restées autrement théoriques. Ainsi se termine le voyage à travers certains des designs les plus étranges apparus pendant la Seconde Guerre mondiale, une période où la pression technologique, l'urgence militaire et l'imagination des ingénieurs ont produit des machines qui, encore aujourd'hui, semblent en avance sur leur temps.